Merci. L'ordre du jour de ce Conseil est donc terminé, mais on en a désormais l'habitude. Le temps est venu des interpellations citoyennes. Alors, il y en a 3 cette fois-ci. J'ai souhaité que les personnes ne se déplacent pas, donc je vais lire fidèlement la question qui nous est posée. On va essayer de rester dans une temporalité telle que nous l'avions adoptée lors du règlement intérieur, c'est-à-dire pas dépasser les 10 minutes de débat, tout compris par question. Donc chacun devra, si possible, ramasser ses réponses. La première question nous a été adressée par Virginie Fernandez. La commune est-elle d'accord pour mettre à disposition un local scolaire dans le cadre de l'enseignement du programme EILE en portugais? Ce programme manque de notoriété auprès des parents d'élèves. Comment peut-on faire passer l'information? Et enfin, est-il possible de centraliser les demandes des parents des communes voisines également dans le but d'ouvrir une classe? Monsieur Marty. Donc par rapport à ce dispositif qui est en fait très récent, puisqu'il y a une nouvelle convention qui a été signée entre l'État et le Portugal, puisque ce dispositif donc d'enseignement international de langue étrangère repose sur de la mise à disposition, dans ce cas-là par l'ambassade du Portugal, d'enseignants. Donc ces enseignants sont certifiés en français, ces enseignants sont contrôlés entre guillemets par l'inspecteur de l'éducation nationale et bien sûr les enfants sont évalués et ça rentre dans leur livret scolaire. En tout cas, il y a 3 enseignants portugais qui sont mis à disposition sur la Gironde. Il y a une classe qui en bénéficie à Vers. Pour l'ensemble de la Gironde, c'est 140 enfants. Sur la ville de Libourne, à ce jour, il n'y a pas de dispositif qui est mis en place. Pour répondre précisément à la question de Madame Fernandez, la ville peut tout à fait mettre à disposition une salle de classe, puisque ces enseignements qui durent 1h30 en portugais se passent en plus des 24 heures d'enseignement hebdomadaire. Donc toutes les classes sont disponibles au moment de l'enseignement du portugais. Concernant le manque de notoriété, il faut savoir que chaque parent est informé, alors pas cette année, puisque c'était une refonte du système, mais à partir de l'année prochaine, le directeur d'école forcément demandera à chaque parent si l'enfant est intéressé ou pas pour suivre ces 1h30 de portugais. Concernant, toujours pour répondre précisément, est-ce qu'il est possible de regrouper? Donc l'inspecteur de l'éducation nationale m'a informé que c'était tout à fait possible. Donc si un enfant souhaite participer au cours de Vers et que ses parents peuvent l'amener, il peut tout à fait y participer. Et quand même, je voulais souligner que au niveau de la ville de Libourne, sur tout ce qui est enseignement des langues, il y a un effort très important qui est réalisé. Il y a 2 gros projets en cours sur 2 écoles avec des équipes enseignantes qui sont mobilisées sur l'anglais. Demain, avec ma collègue Gabi Hopper qui s'occupe des jumelages, on rencontrera donc la directrice de l'agence Erasmus pour aller encore plus loin sur tout ce qui est lien avec les pays européens et les langues pour la ville de Libourne. Et on a la chance, monsieur le maire les rencontre bientôt, et on a eu des échanges sur ces sujets-là, d'avoir des principaux et des proviseurs sur la ville qui sont très attachés à ce qu'on aille beaucoup plus loin sur l'enseignement des langues pour notre ville et surtout pour les enfants de la commune. Merci. Pas d'autres? Si, monsieur Pouvreau. Oui. Oui, je vais faire court, effectivement, essayer de rester dans les 2 minutes imparties. Tout à fait favorable, effectivement, à ce que propose Thierry Marty sur concernant la question qui est posée par Madame Fernandez. Pour être tout à fait honnête, ça me fait rebondir un peu plus largement parce que, bon, tout à fait favorable à ce qu'on puisse diffuser l'apprentissage du portugais sur notre territoire. Je suis toujours frappé par le besoin qu'ont certains enfants et certains même parents à ne pas d'abord maîtriser le français.
Évidemment, vous le savez, j'ai des enfants en bas âge, dont certains qui sont à la crèche, et on a un vrai sujet quand même, à Libourne et ailleurs, évidemment, pas les cas de Libourne. Et je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas favoriser davantage encore. Il y a des associations qui sont sur le sujet. Évidemment, le corps enseignant est très mobilisé, mais comment on pourrait davantage proposer de renforcer l'apprentissage de la langue française vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de leurs parents. Parce qu'évidemment, on sait que des parents qui ne maîtrisent pas le français ne peuvent pas apporter un soutien aux enfants et que l'échec scolaire se joue très tôt à l'école. Voilà. C'est une réflexion que je lance au conseil municipal. Sans doute, on ne va pas y répondre ce soir, mais je pense que c'est un point qui est important et qui mériterait d'être creusé. Non, en tout cas, l'un n'empêche pas l'autre. Et franchement, la question de Madame Fernandez n'excluait pas le fait que l'apprentissage du français était une priorité. Monsieur Malherbe. Oui, merci Monsieur le maire. Simplement pour répondre à la question de Madame Fernandez. Oui, vous avez raison, Monsieur l'adjoint. En effet, le dispositif est assez récent puisqu'il remplace l'ancien dispositif ELCO, je crois, qui lui était pour le coup beaucoup moins bien encadré. Je crois qu'on a un contrôle beaucoup plus strict aujourd'hui des professeurs à la fois et de l'enseignement qui est fait. Donc moi, j'y vois absolument aucun obstacle. Je crois que ça dépend essentiellement de la demande. Mettre une salle à disposition, c'est pas très compliqué. On le fait pour beaucoup d'associations, donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire dans ce cas de figure. Et moi, je m'étais posé la question aussi, puisque je vous ai embêté suffisamment en commission de la CALI sur l'apprentissage du français. Je m'étais posé cette question, mais en réalité, pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens en réponse à cette question, puisque, comme vous l'avez souligné, ce sont des heures supplémentaires par rapport à l'enseignement actuel. Il y a, il est vrai, un problème de maîtrise de la langue française, mais qui est généralisé. Et qui se traduit d'ailleurs dans nos institutions. Et j'en profite simplement là pour rebondir sur un truc qui est totalement autre, sur lequel je voulais intervenir depuis un petit bout de temps. Je constate que dans certains documents qui nous sont adressés, et notamment également sur le site internet de la ville, commence à faire son apparition progressive de la langue dite inclusive. Et vous savez que le Conseil d'État l'a interdit dans les documents officiels, donc ce n'est pas des documents officiels, mais vous savez également que l'Académie française a eu des mots très durs sur cette écriture. Et là, je vous interpelle sur un truc qui n'a rien à voir avec la question, mais je pense que ça serait bien de supprimer d'ores et déjà cette écriture dans tous nos documents. Bon, il faut qu'on se discipline et pour répondre aux questions qui nous sont posées, mais je suis assez d'accord avec vous pour respecter ce qui nous est demandé, c'est-à-dire de ne pas utiliser l'écriture inclusive dans nos textes officiels. Et je ne crois pas, je me retournais vers notre directeur général des services qui me disait, mais moi j'en ai pas vu passer, franchement, venant de la ville de Libourne. Bon, voilà, donc pour nous, des sujets, mais surtout répondons aux questions qui nous sont posées, parce que si nous-mêmes on dévie, ça va être long. Question numéro 2 posée par Florian Beckham, elle est un peu longue, je vais la lire néanmoins. Je souhaiterais attirer l'attention des élus sur la dangerosité concernant la circulation des piétons sur les allées centrales du Courtourny qui font à la fois fonction de parking et d'allées piétonnes. Si la vitesse de circulation et le risque pour les piétons ont été réduits depuis l'abandon des doubles voies sur la chaussée, ce risque est reporté sur l'espace central piéton, notamment du fait du sens unique de circulation des véhicules sur le parking. J'ai constaté à plusieurs reprises que ces allées sont empruntées par des véhicules circulant à vive allure, parfois jusqu'à 60 km/h, depuis l'entrée du parking, au niveau du nouveau restaurant Pizzeria, jusqu'à la sortie au niveau du feu rouge en haut des allées. Au niveau du passage piéton devant la gendarmerie, les voitures qui empruntent et remontent l'allée centrale prennent de la vitesse et non pas au peu de visibilité en raison des véhicules stationnés sur les côtés. Je réside à proximité des allées et mes enfants ont failli se faire renverser à 2 reprises en arrivant sur l'allée centrale. La circulation de ces véhicules est d'autant plus dangereuse qu'elle intervient parfois aux heures d'entrée ou de sortie de l'école Jean-Jacques Rousseau, alors que les enfants arrivent le matin ou rentrent chez eux à pied ou en trottinette. Serait-il envisageable de renforcer la signalisation, limitation de vitesse, présence d'école, de prévoir des ralentisseurs, des contrôles radars ou même de modifier le plan de circulation? Alors, très rapidement,
Je ne crois pas quand même qu'on puisse rouler à 50-60 km/h sur le parking. Sinon, ce sont des fous furieux. C'est très vite et il est difficile d'apprécier une vitesse, surtout dans un espace confiné. Cela étant, qu'il y ait des incivilités, probablement. Donc j'ai demandé, sans attendre, à la police municipale de sécuriser en particulier les sorties d'école. Deuxièmement, je vous annonce que dans le plan vélo, la zone 30 que nous allons mettre en place premier semestre de 2021, on intégrera les allées dans cette zone 30, ce qui devrait en limiter la vitesse et aux abords des allées, et a fortiori, parce que je ne conçois même pas qu'on puisse rouler à 30 km/h sur le terre-plein central au niveau de cet endroit. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des... Oui, M. Pouvreau. Oui, rapidement, pour aller dans le sens de l'interpellation de M. Beckham, effectivement, il y a quand même un sujet autour du comportement de certains automobilistes dans cette zone, pas que là, mais effectivement dans cette zone. Sans doute pourrait-on envisager, sans que ça soit des coûts importants, de placer, vous savez, sur les allées centrales, des espèces de tout petits ralentisseurs type boudin, vous savez, qui sont très peu hauts, qui empêchent du coup de prendre la vitesse. Je ne pense pas que ce soit un coût énorme. Et puis par ailleurs, peut-être faire la proposition de revoir là aussi un coup de peinture sur les passages piétons, sur les allées de Tourny, et notamment avec des peintures maintenant, vous savez, réfléchissantes, ce qui fait que la nuit, on les voit beaucoup mieux et ça permet de ralentir de fait la circulation. Encore une fois, je pense que c'est des solutions qui ont des coûts très bas et qui pourraient peut-être répondre à cette interpellation. Merci. À ma connaissance, néanmoins, on ne va pas attendre qu'il y ait un accident. Il n'y a pas eu d'accident sur les allées de Tourny. Je retiens, cela étant ce que vous dites, sur les passages piétons qui, eux, doivent clairement être signalés par de la peinture. Et si possible, nous sommes en train d'y travailler sur des passages piétons dits intelligents, c'est-à-dire qui puissent être mieux signalés et par tout temps. Merci. Ah oui, M. Gigot. Oui, Monsieur le maire, j'aurais aimé savoir si justement, au niveau de la police municipale, il y a des actions qui sont faites pour contrôler notamment les vitesses sur les différents axes, en tout cas de faire acte de présence, parce que c'est vrai que personnellement, je ne les vois pas souvent. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, justement. Et c'est ce que je voulais avoir comme précision, parce que à la base, certes, on aura toujours des personnes qui transgressent les règles plus ou moins fortement, mais néanmoins, la présence policière a toujours tendance un peu à diminuer ce genre d'incivilité ou d'actes d'ailleurs plus graves. Et je pense que ça doit être une des missions, bien sûr, qui lui est attribuée. Bien sûr, vous avez raison. Et la police municipale, de jour comme de nuit, procède à des contrôles de tout ordre. Hier, c'était sur la place Abel-sur-Champ, vous l'avez lu dans la presse, auprès de la gendarmerie pour faire respecter les arrêtés municipaux, les arrêtés de port du masque, mais également lutter contre les trafics de stupéfiants peuvent émerger ici ou là. Ils font des contrôles de vitesse réguliers, y compris nuitamment. Cela étant, je ne me vois mal demander à la police municipale de faire un contrôle de vitesse sur le terre-plein central des allées. Par contre, je ne le ferai pas, mais nous y veillons. Et surtout, la police municipale aujourd'hui, je le dis, est hyper active sur la sécurisation de beaucoup de sites à Libourne, en particulier aux abords des écoles, en particulier aux abords des lieux de culte, vous le savez, dans ce contexte d'alerte attentat renforcée. Et donc, croyez bien que nous avons une police municipale hyper active. Merci. Troisième question qui est posée par Cécile Davila. Dans le but de préserver l'intégrité nocturne, c'est-à-dire diminuer la pollution lumineuse et préserver la faune nocturne, serait-il possible d'éteindre totalement les lampadaires
entre 23h et 6h. Cela permettrait d'importantes économies d'énergie, ainsi que des économies budgétaires non négligeables. Je sais que la ville de Libourne diminue l'intensité de l'éclairage public pendant la nuit, mais la lutte contre les nuisances lumineuses est un objectif des lois Grenelle 1 et 2, de la loi de transition énergétique et de la loi pour la reconquête de la biodiversité, la nature et les paysages, qui permettent d'aller plus loin dans ce domaine. Les études faites sur ce sujet ont montré qu'éteindre les lampadaires n'avait pas d'effet sur l'insécurité. Les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que la majorité des cambriolages devraient avoir lieu en journée et que cela tendrait même à diminuer les infractions routières, car les gens roulant moins vite quand la chaussée n'est pas éclairée. De plus, les impacts positifs sont importants sur la biodiversité ainsi que sur la santé et le sommeil humain, avec le rétablissement d'un vrai cycle jour-nuit. De nombreuses villes ont déjà fait ce choix fort en matière de protection de l'environnement et un label existe, il est porté par l'ANPSEN. Enfin, en ces temps de confinement, l'éclairage public n'éclaire que des rues vides et représente donc un gaspillage de ressources important. Un dossier, naturellement, pour Agnès Séjourné en matière de réponse. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, alors effectivement, Madame Davila pointe bien les enjeux essentiels de l'éclairage public et de son extinction, à savoir la dépense énergétique et son corollaire, la dépense budgétaire et l'impact délétère sur la biodiversité, faune et flore. Donc c'est parce que nous sommes conscients de ces enjeux-là que déjà dans le programme de la campagne, l'engagement numéro 84, c'était de diminuer de 10% les consommations électriques liées à l'éclairage public. Et nous avons entamé donc le travail de réflexion sur une expérimentation autour de l'extinction de l'éclairage public. Donc je travaille là avec Aximum, qui est notre délégataire pour l'éclairage public. Ensemble, on est en train de réfléchir à un périmètre pour cette expérimentation. Et je pense qu'on devrait être en capacité de proposer quelque chose dans le premier semestre de 2021, sachant que pour que ce soit accepté, il faut énormément de communication et de concertation autour de ces projets. Alors, on sera loin d'être précurseur, parce que le premier Grenelle de l'environnement en 2007 donc, a légiféré pour la première fois, et la pollution lumineuse a été insérée dans le Code de l'environnement en 2009. Il y a 2 ans de ça, en novembre 2017, on comptait environ 12 000 communes qui étaient engagées, qui s'étaient engagées à éteindre leur éclairage nocturne. Et tout près de nous, nos voisines de la métropole, il y a 15 communes qui donc éteignent, alors suivant des amplitudes horaires différentes suivant les communes, mais sur la métropole, vous avez 15 villes qui pratiquent l'extinction de l'éclairage public. Je suis d'accord avec les chiffres qu'elle donne. Enfin, j'ai fait quelques recherches et effectivement, alors c'est pas moi qui les invente, ce sont la gendarmerie et les compagnies d'assurance qui indiquent que 80% des cambriolages ont lieu le jour, que 55% des cambriolages sont commis entre 14h et 17h et que 99% des délits et méfaits nocturnes ont lieu dans des rues parfaitement éclairées. Et pour revenir sur nos voisines, à Bègle notamment, il y avait 2 quartiers qui avaient été laissés de côté, qui avaient été laissés éclairés, parce qu'ils étaient jugés un peu sensibles. Eh bien, des personnes de ces quartiers sont venues demander au maire qu'on éteigne également dans leur quartier, parce qu'ils considéraient que les bienfaits dont bénéficiaient les autres Béglés, eux n'en bénéficiaient pas. Et donc, ils sont allés vers le maire pour demander à ce que leur quartier soit également éteint. Voilà. Merci. Alors, monsieur Malherbe, pardon. Excusez-moi parce que je vois rien avec la buée. Alors, pour répondre directement à la question qui nous est posée, alors à titre personnel, moi je ne suis pas favorable à une extinction totale, comme c'est demandé dans la question, des lumières la nuit. Que ce soit dans certains quartiers résidentiels ou certaines zones, pourquoi pas. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres moyens de faire des économies d'énergie, soit en réduisant l'intensité, soit en cherchant des moyens d'éclairage alternatifs plus économes et moins énergivores en quelque sorte. Sur les études qui ont été faites,
on peut en trouver dans les deux sens, hein. Il y a des communes qui, en effet, sont passées, ont éteint les lumières pour ensuite changer de décision et repartir sur un éclairage même modeste. Je pense notamment à la ville de Lisieux qui avait fait ça en 2015 et qui est revenu sur sa décision en 2019, je crois. Sur la question de la sécurité, je suis assez d'accord avec les chiffres, hein. De toute façon, c'est des chiffres officiels. La question de l'éclairage nocturne sur les axes passants et dans certains endroits peut jouer pour le coup sur le sentiment d'insécurité. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un phénomène d'insécurité pour le coup, mais il peut y avoir un sentiment d'insécurité la nuit. Et ensuite, je crois qu'il y a aussi des témoignages dans certaines villes, notamment de forces de pompiers ou d'ambulances qui témoignent que ça peut présenter un risque au niveau de la sécurité routière, puisque évidemment, quand on voit rien, c'est un peu plus compliqué d'aller là où on veut, surtout quand on roule un peu vite. Et je crois du coup que voilà, il faut essayer d'étudier de raison garder et de trouver un juste équilibre entre l'extinction totale et l'allumage total. Merci. Merci. Écoutez, à suivre et on reviendra vers vous et je demande à Agnès d'associer l'ensemble des groupes politiques et des quartiers pour voir si on peut le tester, mais il ne s'agit naturellement pas d'éteindre totalement les lumières dans tout Libourne. Loin s'en faut, on le testera, Agnès l'a dit, sur un périmètre, elle n'a même pas parlé de quartier, si possible. Merci.